3 jours avant Thanksgiving, mon père m'a envoyé un texto, ne viens pas. Ta sœur a dit qu'elle ne voulait pas de toi à la maison cette année. Ma mère a suivi 1 minute plus tard. Envoie juste l'argent comme d'habitude. Rien d'autre ne doit changer. Pendant 6 ans, j'ai payé leur crédit immobilier pour qu'ils ne perdent pas la seule maison que j'ai jamais eue. J'ai renoncé aux vacances, conduit une voiture de 13 ans et travaillé tous les étés. Cette nuit-là, j'ai ouvert l'application et annulé le virement de minuit. À minuit 3, leurs 2 noms se sont allumés sur mon téléphone en même temps. Ils n'appelaient pas pour retirer leurs paroles. Ils appelaient parce que l'argent s'était arrêté et que quelque chose qu'ils pensaient encore maîtriser venait de leur échapper. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que j'avais déjà les vrais chiffres ouverts devant moi. Et le temps que cette table de Thanksgiving soit débarrassée, la version de l'histoire qu'ils m'avaient vendue pendant 6 ans ne leur appartiendrait plus. Je m'appelle Joséphine et j'ai 33 ans. Bienvenue à nouveau sur Family Line Drama, où les gens discrets disent enfin la vérité sur les familles qui les ont sous-estimées. Si les histoires de limites, de trahison et du coup d'être la personne fiable vous parlent, laissez un commentaire ci-dessous et abonnez-vous. Je veux vous dire exactement où j'étais quand ces 2 textos sont arrivés parce que la banalité de la situation me touche encore. J'étais à ma table de cuisine à Cleveland, en train de corriger une pile de contrôle de maths de CE2, un stylo rouge à la main, une tasse de thé refroidissant à côté de moi. C'était un lundi, le 24 novembre, le genre de soirée où la plus grande décision que je m'attendais à prendre était de savoir si le petit Antoine au 3e rang avait mérité un autocollant pour avoir enfin aligné ses colonnes. Mon téléphone a vibré contre le bois. Je l'ai retourné, j'ai lu le message de mon père, et je l'ai reposé face contre la table. Puis il a vibré une 2e fois et j'ai lu celui de ma mère. Je les ai lus tous les 2 à 2 reprises, non pas parce qu'ils étaient déroutants, mais parce qu'ils étaient si clairs. Un message me disait de disparaître. L'autre me disait de continuer à payer pour ce privilège, et ils étaient arrivés à 60 secondes d'intervalle, comme si mes parents les avaient rédigés ensemble à la même table, dans le même souffle, et avaient simplement décidé qui enverrait quoi. J'ai posé le stylo. Je me souviens de ça. J'ai posé le stylo très soigneusement, de la manière dont on pose quelque chose que l'on a peur de jeter. Dehors, par ma fenêtre, il avait commencé à neiger, cette fine neige de début de saison qui ne tient pas. Et je l'ai regardé tomber à travers la lumière du lampadaire pendant un moment parce que regarder la neige était plus facile que de regarder le téléphone. Le thé a complètement refroidi. Quelque part dans l'immeuble, la télévision d'un voisin riait de quelque chose. Et je suis resté assise dans ce petit lundi soir ordinaire et j'ai senti le sol sur lequel je me tenais depuis 6 ans basculer doucement. Comme il le fait juste avant que vous ne compreniez qu'une chose que vous pensiez solide n'était qu'une histoire que les gens continuaient de vous raconter pour que vous continuiez à vous y tenir. Voici la chose que vous devez comprendre sur ma place dans ma famille. Je n'ai jamais été l'aînée ni la cadette. Ma sœur Chloé a 4 ans de moins que moi et quelque part dans l'espace entre nous, un rôle a été assigné et c'était le mien. Et ça n'a jamais vraiment été sujet à discussion. J'étais la fiable, la responsable, celle qu'on appelait quand le chauffe-eau rendait l'âme ou que les impôts fonciers arrivaient ou que quelqu'un avait besoin d'être conduit à l'aéroport à 5 heures du matin. C'est un rôle, pas une place à table. Il m'a fallu beaucoup de temps pour apprendre la différence. Et je l'ai apprise à la dure, au rythme de virement à minuit que je n'ai jamais remis en question parce que c'est ce qu'était l'argent. Pas un cadeau que je faisais une fois en cas de crise, un virement permanent, 1680 le 25 de chaque mois, programmé pour quitter mon compte à minuit afin qu'il arrive sur l'heure avant l'échéance du crédit. Pendant 6 ans, j'aurais pu réciter ce montant dans mon sommeil. Je l'ai probablement fait. Sur le comptoir derrière moi cette nuit-là se trouvait une enveloppe en papier craft, douce au coin à force d'être manipulée, avec 2 mots écrits dessus de ma propre main, maison un jour. C'est là que je gardais ce que j'avais réussi à économiser pour un acompte sur un logement à moi. J'avais ouvert cette enveloppe plus de fois que je ne l'admettrai jamais, et chaque fois elle était un peu plus mince que la fois précédente. Le virement pour le lendemain matin était déjà programmé. Minuit. J'avais jusqu'à ce moment-là pour décider qui je voulais être. Si vous avez déjà payé pour une place à une table qu'on vous a ensuite demandé de quitter, vous connaissez déjà la température exacte de ce sentiment. Restez avec moi car le chiffre que j'ai finalement trouvé sur leur compte était pire que le texto qui a déclenché tout cela. Pour comprendre pourquoi j'ai dit oui pendant 6 ans, il faut remonter à l'hiver où tout a commencé. Et vous devez me croire quand je dis que cela avait du sens à l'époque. C'était en décembre 2019. J'avais 27 ans.
J'avais un 2 pièces en location, un modeste salaire d'enseignante, et une saine habitude de me considérer comme la plus forte. Mon père m'a appelé un mardi soir, et sa voix était anormale dès le premier mot, « Fais-les, petite ». Mon père n'avait pas une petite voix. C'était un homme qui remplissait l'embrasure d'une porte et qui avait des opinions bien arrêtées. Il m'a dit que la banque allait saisir la maison. Il a dit qu'ils avaient pris du retard, que ça leur avait échappé, que les avis avaient commencé à arriver, et qu'il avait été trop fier pour dire quoi que ce soit jusqu'à ce qu'il soit presque trop tard. Il a dit que le montant était d'environ 9000, et qu'une fois que vous atteignez 90 jours, la paperasse commence, et après la paperasse, ce n'est plus entre vos mains. Il a dit, et je ne l'ai jamais oublié, je n'aurais jamais pensé devoir te demander ça. Ma mère pleurait quelque part derrière lui. Je pouvais l'entendre au bout du fil, ce hoquet particulier dans sa respiration. J'ai dit oui avant de poser la moindre question en retour. Ce fut ma première erreur, et elle était entièrement faite d'amour. Je n'ai pas demandé à voir de relevé. Je n'ai pas demandé quel prêteur, quel mois, quel avis. J'ai ouvert mon ordinateur portable alors qu'il parlait encore, et j'ai viré de l'argent cette nuit-là. Et le soulagement dans sa voix quand l'argent est arrivé était si énorme qu'il a noyé toutes les questions que j'aurais dû poser. Je me souviens des détails de cette nuit-là mieux que je ne me souviens de la plupart des bonnes choses qui me sont arrivées depuis, ce qui vous en dit long sur la façon dont le cerveau classe une urgence. J'étais debout au petit comptoir de mon appartement, encore dans mes vêtements de travail, un bol de céréales ramollissant à côté de l'ordinateur portable parce que j'étais sur le point d'en faire mon dîner. Mes mains n'étaient pas tout à fait stables sur le trackpad. Je me souviens avoir pensé très clairement que c'était à ça que servait la famille, que c'était le moment où toutes ces années à être la personne fiable étaient enfin censées signifier quelque chose. J'ai déplacé presque tout ce que j'avais. Cela a vidé un compte d'épargne que je constituais depuis mon premier contrat d'enseignante, et je l'ai fait sans sourciller car sourciller aurait signifié que je les aimais moins que je ne le faisais. Quand ce fut fait, mon père a dit « Tu es une bonne fille, Joséphine. » Pas « Merci. » Pas « Je te rembourserai. » Tu es une bonne fille. J'avais 27 ans et j'ai raccroché le téléphone et j'ai eu l'impression d'avoir réussi un test que je ne savais même pas que je passais encore. Cela aurait dû être le premier indice. On ne se sent pas jugé par des gens qui vous considèrent comme leur égal. On ne se sent jugé que par des gens qui vous voient comme un rôle, car c'était la maison dans laquelle j'ai grandi. Cela importait plus que les mathématiques. Il y avait un encadrement de porte dans la cuisine avec des marques de crayons qui grimpaient, ma taille et celle de Chloé, datées de la main de ma mère. Il y avait une chambre au fond qui avait été la mienne avec une tache d'humidité au plafond en forme de lapin à qui je parlais quand je ne pouvais pas dormir. Perdre cette maison ne me donnait pas l'impression de perdre un bien. Cela me donnait l'impression de perdre l'endroit qui prouvait que j'avais un jour appartenu à quelque part sans avoir à le mériter. Quelques jours plus tard, ma mère m'a envoyé par texto l'identifiant de leur banque en ligne. Comme ça, tu peux voir que ça va bien là où il faut, ma chérie, a-t-elle écrit. Connecte-toi quand tu veux, pour ta tranquillité d'esprit. Je me suis connecté une seule fois. J'ai vu mon argent sur leur compte, j'ai vu le solde respirer un peu plus facilement, et j'ai fermé l'onglet. Je me suis dit que surveiller mes propres parents serait insultant. Je leur ai fait confiance pendant 6 ans sur la foi de ce seul coup d'œil. Je n'ai jamais rien changé à cet identifiant, et eux non plus, s'est-il avéré. Il ne m'est pas venu à l'esprit que le même mot de passe pouvait ouvrir 2 pièces très différentes. L'hiver suivant, l'urgence avait un calendrier. Et les urgences, si vous y réfléchissez, ne sont pas censées avoir de calendrier. La façon dont une obligation devient une chose établie est si progressive que vous ne pouvez pas pointer le jour où c'est arrivé. Il n'y a pas eu de conversation où quelqu'un a dit « c'est permanent maintenant ». Il y a juste eu un moment, quelque part dans la 2e année, où ma mère a demandé si je pouvais le configurer pour un envoi automatique, pour qu'on n'ait pas à te courir après tous les mois. Elle a suggéré le 25 à minuit pour que ce soit crédité avant le 1er. Minuit était le plus simple, a-t-elle dit. Je ne le remarquerai même pas partir. La commodité était pour eux. D'une manière ou d'une autre, la culpabilité allait toujours être pour moi. Mais je l'ai mise en place parce que cela semblait plus facile et parce que dire non à plus facile semblait être chercher la dispute pour rien. C'est cette année-là que le montant a augmenté aussi. Ma mère m'a envoyé un texto, pleine d'excuses, disant que le compte séquestre avait augmenté, que le paiement était plus élevé qu'avant. Pourrais-je le porter à 1680 pour qu'il ne soit pas à court? Je n'ai pas demandé à voir le nouveau relevé.
bien sûr que non. Je n'avais jamais demandé à voir l'ancien. J'ai juste changé le montant du virement permanent de ce qu'il était à 1680. Et je me suis dit que le supplément était un coussin, une façon de prendre de l'avance, de rembourser plus vite pour qu'un jour cela se termine. Je peux encore vous montrer exactement comment se déroulait une de ces conversations sur « le paiement a augmenté », car elles suivaient toute la même chorégraphie. Et après un certain temps, j'aurais pu jouer les deux rôles moi-même. Ma mère envoyait un texto l'après-midi, quand elle savait que j'étais entre deux cours et pressé. Jamais un appel, un texto, pour qu'il n'y ait pas de place pour une question de suivi. Le compte séquestre a encore augmenté, écrivait-elle. La banque l'a ajusté. Peux-tu le mettre à 1680 pour qu'on ne soit pas à court? Et moi, je me tenais dans un couloir qui sentait les bâtons de colle et la cire à parquet avec 26 enfants de 8 ans qui attendaient que je leur explique la division longue. Et je répondais par texto, bien sûr, pas de problème. Et je changeais le montant le soir même. Je n'ai jamais dit une seule fois, peux-tu m'envoyer l'avis? Non pas parce que j'étais stupide, mais parce que demander ressemblait à une accusation. Et j'avais été dressé toute ma vie à croire qu'aimer quelqu'un signifiait ne jamais le faire se sentir accusé. C'est ainsi que le montant a grimpé de ce qu'il était au départ à 1680 par mois, dont 5 cents de plus. Un coussin qui, m'avait-on dit, nous aiderait tous à prendre de l'avance. J'ai tout mis en paiement automatique parce que ma mère l'avait suggéré, le 25 à minuit pour que ce soit crédité avant le 1er. Elle a présenté cela comme une gentillesse envers moi. Tu n'auras même pas à y penser, ma chérie. Et elle avait raison. J'ai cessé d'avoir à y penser, ce qui est une autre façon de dire que j'ai cessé d'avoir à décider à ce sujet. L'argent partait dans le noir chaque mois pendant que je dormais et j'ai confondu le fait de ne pas y penser avec la paix. Je veux être honnête avec moi-même ici, car la femme qui vous raconte cette histoire maintenant peut voir ce que la femme qui la vivait ne pouvait pas voir. J'aimais qu'on ait besoin de moi. Je n'en suis pas fier, mais c'est vrai. Chaque fois que j'envoyais cet argent, une petite partie affamée de moi croyait que j'achetais quelque chose en retour, la preuve que j'avais de l'importance, une place à table qui ne pouvait pas m'être enlevée parce que c'était moi qui tenais la table. Les remerciements se sont estompés vers la 3e année. La première année, ils me remerciaient tous les mois, chaleureusement, parfois 2 fois. La 3e année, le message était juste, c'est bien passé. La 5e année, il n'y avait plus de message du tout. L'argent quittait mon compte en silence et arrivait sur le leur en silence. Et plus il devenait silencieux à ce sujet, plus il devenait bruyant au sujet de ma sœur. Car pendant que j'apprenais à vivre sans remarquer 1600 par mois, Chloé apprenait à vivre comme une femme dont les parents assuraient toujours. J'ai découvert la chose comme tout le monde découvre ces choses maintenant, une photo. Chloé debout dans l'allée de la maison pour laquelle je payais, une main posée sur le capot d'un SUV neuf en leasing, souriant à l'appareil photo. La légende disait, béni. Maman et papa assurent toujours. Et il y avait un petit emoji de main jointe à la fin au cas où le message ne serait pas assez clair. Je suis resté devant cette photo plus longtemps que je n'aimerais l'admettre, pas la légende, l'allée. C'était l'allée de la maison qui était censée être à 3 mensualités impayées de la saisie. Et il y avait une nouvelle voiture dedans. Et moi, j'étais dans mon propre appartement, dans un manteau que je possédais depuis 6 ans, les clés dans ma poche d'une berline de 13 ans avec un voyant moteur que j'avais appris à considérer comme un trait de personnalité. J'ai fait le calcul au dos d'un contrôle. Si la maison se noyait, d'où venait le paiement d'une voiture? S'ils arrivaient à peine à payer le crédit, comment, maman et papa assurent toujours, payaient-ils quoi que ce soit? Je me suis dit que j'étais mesquine. Je n'étais pas mesquine. J'étais en avance. Et je veux m'arrêter ici et vous demander quelque chose directement car je sais que certains d'entre vous hochent la tête. Si vous avez déjà été celui qui paie pendant que quelqu'un d'autre se fait remercier, celui qui envoie l'argent pendant que quelqu'un d'autre publie la légende, j'aimerais entendre parler du moment où les calculs n'ont plus collé pour vous. Quand était-ce? Quelle était la photo, le commentaire, la remarque désinvolte qui vous a finalement fait vous asseoir et compter? Dites-le moi dans les commentaires. Je les lis, et je sais que je ne suis pas la seule à avoir appris à compter trop tard. Il y a une petite chose de cette époque que je n'ai jamais dite à personne. Et c'est petit exprès, car les petites choses sont celles qui coupent le plus nettement. Ma voiture, celle de 13 ans, a finalement eu besoin de vrais travaux ce printemps-là. Rien de dramatique. Une courroie de distribution, des travaux sur les freins,
environ 800 que je n'avais pas de côté parce que j'avais envoyé 1680 quelques jours plus tôt. J'en ai parlé à ma mère au téléphone. Sans rien demander, juste en parlant comme on parle à sa mère. Et elle a dit, eh bien, tu es douée avec l'argent, Joséphine. Tu trouveras une solution. Tu t'en sors toujours. Et presque dans le même souffle, chaleureuse et ravie, elle m'a dit qu'ils aidaient Chloé et Luc à mettre un petit quelque chose de côté pour un voyage en famille en Floride parce que Lucas n'avait jamais vu l'océan. Et ne pensais-je pas que c'était merveilleux? J'ai dit que je pensais que c'était merveilleux. J'ai conduit cette voiture avec les freins qui grinçaient pendant 2 mois de plus avant de pouvoir la faire réparer. Et chaque fois que j'appuyais sur la pédale, j'entendais la voix de ma mère. Tu es doué avec l'argent. Tu trouveras une solution. Il m'a fallu des années pour comprendre que se faire dire qu'on est doué avec l'argent est juste le mot poli de la famille pour désigner celui qu'ils ont décidé de ne pas aider. Il y a eu un Noël, quelques années après le début, qui m'a tout dit si j'avais été prête à l'entendre. Nous étions tous à la maison. Chloé venait d'annoncer quelque chose, un voyage, je crois, ou le nouveau travail de Luc. Et tout le monde s'agitait autour d'elle. Et moi, j'étais dans la cuisine à faire la vaisselle parce que c'était mon rôle même à une fête. Mon père a levé son verre dans l'embrasure de la porte et a dit à toute la pièce, Joséphine est notre responsable. Chloé est notre joie. Et tout le monde a ri, d'un rire chaleureux et facile. Et ma mère a ri et Chloé a ri. Moi non. Je suis resté à l'évier, les mains dans l'eau, et j'ai entendu toute l'architecture de ma famille dans cette seule phrase. La responsable et la joie. L'une de nous était une fonction, l'autre était une personne. Et personne dans cette pièce ne pensait avoir dit quelque chose de cruel parce que pour eux, ce n'était pas de la cruauté. C'était juste la vérité telle qu'ils l'avaient toujours comprise. Et Thanksgiving dans cette maison avait toujours été l'image la plus claire de tout l'arrangement, ce qui explique en partie pourquoi le texto 3 jours avant celui-ci m'a frappé de cette façon. Pendant des années, j'avais conduit les 110 km depuis Cleveland chaque 4e jeudi de novembre. Et pendant des années, j'avais passé la journée dans la cuisine. Non pas parce que quelqu'un m'y forçait, mais parce que c'était mon poste. Chloé s'asseyait à table avec un verre de vin, racontant une histoire, et tout le monde riait. Et moi, j'étais au fourneau, m'assurant que la sauce ne tournait pas. Et ma mère criait depuis l'embrasure de la porte, Dieu merci pour Joséphine. Elle nous nourrit tous, et cela ressemblait pendant une chaude seconde à un compliment. Il m'a fallu des années pour entendre ce que c'était vraiment. On ne remercie pas les appareils électroménagers, on compte juste sur eux. J'étais la chose qui faisait tourner la fête. Et faire tourner une chose n'est pas la même chose que d'y être la bienvenue. Et j'avais confondu les deux si complètement que lorsqu'ils m'ont finalement dit de ne pas venir, une petite partie de moi a pensé, mais qui va faire la sauce? C'est la phrase qui m'a montré à quel point c'était profond. Pas, qui va me regretter, mais, qui va faire mon travail? Même dans ma propre tête, j'étais devenu la main-d'œuvre avant de pouvoir être la fille. J'étais la responsable. Alors, j'ai fait une chose responsable. J'ai commencé à garder des reçus dans ma tête. Je veux que vous compreniez ce que ces 6 années ont réellement coûté, car ce n'était pas seulement de l'argent. L'argent, on peut le remplacer. Ce que je ne pouvais pas remplacer, c'était la vie que je mettais constamment de côté pour décrocher le téléphone. Adam et moi étions ensemble depuis 4 ans à ce moment-là. Il est stable d'une manière qui m'a pris beaucoup de temps à faire confiance, car j'ai été élevé à croire que l'amour était quelque chose que l'on accomplissait sous pression. Et Adam, lui, se contentait d'être là, réparait le robinet qui fuyait sans qu'on le lui demande, se souvenait de comment je prenais mon café, et ne m'a jamais fait choisir entre lui et ma famille, ce qui est exactement comment j'ai su que le choix était déjà en train d'être fait pour moi. Il y a eu un voyage que nous n'avons pas fait, aussi. Adam l'avait prévu pour notre 3e anniversaire. Rien d'extravagant, un long week-end dans un chalet à quelques heures de route. Il avait déjà versé la compte. Et la semaine avant notre départ, mon père a appelé à propos d'un manque à gagner, un trou soudain qui devait être comblé avant le 25, sinon tout s'effondrerait. Et j'ai entendu cette petite voix à nouveau, la voix de 2019, et j'ai viré l'argent. Et nous avons annulé le chalet. Adam n'a rien dit cette nuit-là. Il a juste pris l'imprimé de la réservation sur le frigo, l'a plié en 2 et l'a mis dans un tiroir. Et je me souviens l'avoir regardé faire et avoir ressenti quelque chose pour lequel je n'avais pas encore de nom. J'ai un nom pour ça maintenant. C'était de la honte,
et ce n'était pas la mienne. J'avais porté la honte de quelqu'un d'autre pendant si longtemps que j'avais commencé à penser qu'elle faisait partie de mon propre poids. Nous avons essayé d'acheter une maison, aussi, 2 fois. La première fois, nous avons obtenu un préaccord, visité une petite maison avec un vrai jardin et une cuisine qui recevait la lumière du matin. Et puis mon père a appelé à propos d'un manque à gagner, et j'ai discrètement retiré de l'argent de l'enveloppe de la compte, et le préaccord a expiré, et nous avons laissé tomber. La deuxième fois, nous ne sommes même pas allés jusqu'à faire une offre. Adam m'a regardé de l'autre côté de la table un soir, doucement, et a dit, nous pouvons attendre. Mais Joséphine, ça fait 4 ans qu'on attend après leur urgence. Il n'était pas en colère. C'était le pire. Il comptait simplement, de la manière dont j'avais eu peur de le faire. Mon ami René, qui enseigne en CM1 à 2 portes de moi, l'a dit plus crûment. Nous étions dans le placard à fourniture un après-midi et je réapprovisionnais en crayons que j'avais achetés avec mon propre argent parce que le budget de l'école était à sec en octobre, comme chaque année. René m'a regardé une seconde et a dit, tu achètes des crayons à tes élèves avec ta propre poche et tu ne peux pas t'offrir un week-end. Qui te couvre, Joséphine? Qui te couvre? Je n'avais pas de réponse. J'ai ri pour en détourner l'attention, comme je le faisais avec tout, et j'ai changé de sujet et je lui ai demandé comment s'était passé son week-end pour qu'elle arrête de me regarder comme ça. Mais la question est restée. René avait mis le doigt sur la forme exacte du trou. Tout le monde dans ma vie avait quelqu'un. Mes parents m'avaient, moi. Chloé avait mes parents. Mes élèves m'avaient, moi, d'une petite manière, en achetant leurs crayons. Et au centre de tout cela, il y avait une personne qui couvrait tout le monde et personne pour la couvrir en retour. Et j'avais arrangé toute ma vie pour ne pas avoir à remarquer que l'arithmétique ne s'équilibrait jamais. En 3 semaines, j'aurais une raison de trouver enfin une réponse à sa question. Parce que la vérité, c'est qu'entre tout ça, il y avait une bonne vie ordinaire que j'oubliais sans cesse de remarquer. Les mardis soirs avec Adam, une marmite de soupe sur le feu, lui sous l'évier avec une clé à molette, se plaignant joyeusement, personne ne me demandant rien. L'appartenance, j'apprenais lentement, et silencieuse. Elle ne s'annonce pas et ne vous envoie pas de facture. Et puis le texto est arrivé, ne vient pas, et le silence a pris fin. Laissez-moi vous ramener à ce lundi, 3 jours avant Thanksgiving, et laissez-moi vous raconter le reste de l'échange, car les 2 lignes que vous connaissez déjà n'étaient pas tout à fait la totalité. Après que mon père a écrit, ne viens pas. Ta sœur a dit qu'elle ne voulait pas de toi à la maison cette année, j'ai fait ce que toute fille fait. J'ai demandé ce que j'avais fait. J'ai écrit, j'ai fait quelque chose. J'ai fixé ces 3 mots pendant un long moment avant de les envoyer parce que je détestais à quel point ils me faisaient me sentir petite. Et je les ai envoyés quand même. Sa réponse a mis du temps à venir. Quand elle est arrivée, elle disait seulement, c'est juste plus simple cette année. Plus simple. Et puis la ligne de ma mère, tombant en dessous comme la 2e chaussure. Envoie juste l'argent comme d'habitude. Rien d'autre ne doit changer. Je suis resté longtemps avec ce mot, plus simple. Plus simple pour qui? Pas pour moi. Et un soupçon que j'avais gardé dans un tiroir verrouillé pendant 2 ans a fait glisser le tiroir de lui-même. Il ne m'avait pas désinvité d'un dîner. Il m'avait désinvité d'une scène. Il y avait quelque chose dans cette maison dans laquelle il ne voulait pas que j'entre et que je regarde de trop près. Une nouvelle voiture dans l'allée, de nouveaux meubles sur les photos, une version de « joindre les 2 bouts difficilement », qui s'en sortait très bien tant que la seule personne qui payait pour cela restait à 110 km de là, à Cleveland. Je suis resté avec la formulation aussi, car la formulation comptait. Ta sœur a dit qu'elle ne voulait pas de toi à la maison. Pas, nous pensons que c'est mieux. Pas, prenons une année sabbatique. Rien que mes parents n'étaient prêts à assumer eux-mêmes. Ils l'avaient mis dans la bouche de Chloé. Et je ne pouvais pas dire ce soir-là si Chloé l'avait réellement dit ou si mes parents avaient simplement utilisé le seul bouclier contre lequel ils savaient que je ne frapperais pas, car je me battrais avec mon père. Mais je n'avais jamais de ma vie été capable de me battre pour une place où ma propre sœur ne voulait pas de moi. Si Chloé ne voulait pas de moi là-bas, alors vouloir y être faisait de moi le problème. C'était élégant. Honnêtement, celui qui a construit cette phrase savait exactement quelle porte en moi elle fermerait. Pendant 6 ans, j'avais payé pour appartenir. Et cette nuit-là, pour la première fois, je me suis demandé ce que j'achetais réellement. J'ai ouvert mon application bancaire. Le virement programmé était là,
dans une ligne grise nette, prêt à partir à minuit. 1680. Bénéficiaire, le compte de mes parents, le même que tous les mois depuis 6 ans. Mon pouce a plané dessus. Annuler le virement programmé. L'horloge en haut de l'écran indiquait 23h41. J'ai pensé à la petite voix de mon père en 2019. J'ai pensé à l'encadrement de la porte avec les marques de crayon. J'ai pensé à la main de Chloé sur le capot de cette voiture et à la légende et à mon père dans l'embrasure de la cuisine m'appelant la responsable comme si c'était un compliment. Et j'ai pensé à cette dernière ligne de ma mère. Envoie juste l'argent comme d'habitude. Rien d'autre ne doit changer. Comme d'habitude. Ce simple mot a fait ce que 6 ans de gratitude n'avaient jamais réussi à faire. Il m'a libéré. J'ai annulé le virement à 23h52. Une petite confirmation est apparue. Virement annulé. J'ai posé le téléphone sur la table, face vers le haut cette fois, et je suis resté assise dans le silence et j'ai attendu de me sentir coupable. Je ne m'attendais pas à ce que le téléphone sonne 11 minutes plus tard. À minuit 3 du matin, 2 noms se sont allumés sur mon écran presque en même temps. Papa, puis maman. Les 2 appels empilés à 3 secondes d'intervalle. Je les ai laissés sonner. Je suis resté très immobile et j'ai regardé mon propre téléphone éclairer le plafond et je n'ai pas décroché. Et quelque chose en moi qui était crispé depuis 6 ans a commencé à se détendre, lentement, prudemment. Le premier message vocal était celui de mon père. Sa voix n'était pas petite cette fois. Elle était rapide et tendue et professionnelle d'une manière qui m'en a dit plus que la panique ne l'aurait fait. Joséphine, ton virement n'est pas passé et un paiement de notre côté vient d'être refusé. Appelle-moi tout de suite. Je l'ai écouté 2 fois. Un paiement de leur côté refusé à minuit 2. Je sais assez bien comment fonctionnent les banques pour savoir que rien ne quitte un compte à minuit 2 du matin, à moins que quelqu'un ne l'ait programmé pour partir à exactement minuit 2 du matin. Mon virement avait été programmé pour minuit afin qu'il arrive. Et quelque chose dès lors avait été programmé pour 2 minutes après minuit afin qu'il parte juste après l'arrivée de mon argent. Et ce soir, mon argent n'était pas arrivé. Et donc à minuit 2, quelque chose dès lors avait rebondi contre un espace vide et avait échoué, et leur téléphone s'était allumé, et puis il m'avait appelé. Il n'appelait pas pour retirer, ne viens pas. Il n'appelait pas parce que le cœur d'une mère s'était adouci 3 minutes après le début de la journée. Ils appelaient parce qu'une machine en aval de moi avait cessé de fonctionner, et ils avaient besoin que la machine soit réparée avant le matin. Le texto a commencé avant que j'aie fini le 2e message vocal. Ma mère à minuit 7, comment as-tu pu nous faire ça? Tu vas nous faire perdre la maison. J'ai regardé ça pendant un moment. La maison, toujours la maison. 6 ans et le premier mot sorti de la panique n'a jamais été « Est-ce que tu vas bien ?» Jamais, que s'est-il passé? Jamais, désolé. C'était la maison. D'autres sont venus. De petites rafales, toutes sur le même ton. Tu as toujours été dramatique. Ton père est hors de lui. Nous t'avons mieux élevé que ça. Comprends-tu ce que tu as fait? Ils sont venus par vagues, un nouveau toutes les quelques minutes, et je les ai regardés arriver et s'empiler. Et la chose la plus étrange s'est produite. Plus il y en avait, plus je devenais calme. Parce qu'une personne qui a vraiment peur de perdre sa maison écrit un certain type de message. Une personne qui a peur de perdre son levier de pression en écrit un autre. Aucun de ces textos ne contenait de questions. Pas, est-ce que tu vas bien? Pas, qu'est-ce qui a changé? Pas, avons-nous fait quelque chose? Chacun était une instruction déguisée en émotion. Répare ça. Annule ça. Reviens en ligne. Adam s'était réveillé entre-temps. Il est venu dans la cuisine, a vu mon visage, a vu le téléphone s'allumer sur la table entre nous, et il n'a pas demandé ce qui se passait. Il a juste rempli la bouilloire et l'a mise en marche parce que c'est le genre de chose qu'Adam fait quand il n'y a pas de mots pour une chose. Et le petit son ordinaire de l'eau qui commence à chauffer a été la première chose de toute la nuit qui m'a semblé être de mon côté. Je lui ai dit que je pensais qu'il y avait un problème avec l'argent. Pas qu'il m'avait exclu des fêtes, pas encore. Juste qu'un paiement de leur côté avait échoué à une heure où aucun paiement ne devrait échouer. Il s'est assis en face de moi et a dit, « Alors regarde, 2 mots. » Et j'ai réalisé que j'étais assise là depuis 20 minutes à attendre une permission dont je n'avais pas besoin d'une famille qui ne me l'avait jamais donnée pour quoi que ce soit qui m'appartenait réellement. Je n'ai répondu à aucun de ces textos. Pendant 6 ans,
mon rôle dans cette famille avait été de répondre. Cette nuit-là, j'ai compris que mon rôle avait changé. Mon rôle était maintenant de comprendre, et j'avais un moyen de comprendre qu'ils avaient oublié. Ou peut-être qu'ils n'avaient pas oublié. Peut-être qu'ils n'avaient simplement jamais cru que je regarderais. J'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai tapé l'identifiant que ma mère m'avait envoyé par texto en 2019, celui que j'avais utilisé une seule fois. J'ai fait une pause avant d'appuyer sur Entrée parce que je savais que quoi qu'il y ait de l'autre côté de cet écran, je ne pourrais pas l'ignorer. L'identifiant fonctionnait toujours. Bien sûr qu'il fonctionnait. En 6 ans, il ne leur était jamais venu à l'esprit de le changer. Parce qu'en 6 ans, il ne leur était jamais venu à l'esprit que la responsable cesserait d'être obéissante. La première chose que j'ai faite a été de consulter l'historique des transactions et la première chose que j'ai vue m'a glacé le sang. C'était là, exposé dans le langage plat et gris d'un relevé bancaire. Mon argent arrivant à minuit, un crédit de 1680, envoyé de mon compte avec mon nom. Et puis 2 minutes plus tard, à minuit 2, un virement sortant, 500, programmé récurrent, à ma sœur. Sauf que ce soir, il portait un nouveau mot à côté de lui en rouge. Refusé, fonds insuffisant. J'ai fait défiler vers le haut. C'était là tous les mois. La même forme encore et encore, mois après mois pendant des années. Mes 1680 arrivent à minuit. À minuit 2, 500 s'en vont directement chez Chloé. Je suis resté avec ce détail particulier plus longtemps que tout autre à cause de ce qu'il a fait à la chronologie dans ma tête. 2 minutes. Il l'avait programmé pour 2 minutes après l'arrivée prévue de mon argent. Pas le lendemain matin quand ils auraient eu le temps de le déplacer et de le déguiser. 2 minutes. Ce n'est pas de la négligence. C'est de l'assurance. C'est un système si certain de son apport fiable qu'il ne prend pas la peine de cacher la couture. Pendant 6 ans, mon argent était arrivé, et avant même que je me retourne dans mon lit, 500 étaient déjà partis chez ma sœur, et personne n'avait jamais ressenti le besoin de rendre cela plus difficile à voir parce que personne n'avait jamais imaginé que je regarderais. Les 2 minutes étaient, à leur manière, plus insultantes que le vol. Les 2 minutes m'ont dit exactement le peu de cas qu'il faisait de ma capacité à remettre quoi que ce soit en question. Et le reste de l'image s'est assemblé autour de cette seule ligne pendant que j'étais assise là. De la manière dont une photographie apparaît dans un bac de développement. Le crédit immobilier, le vrai crédit immobilier, la chose qui m'avait terrifié de dévorer la maison, était prélevé le premier du mois comme une horloge. 1180, pas 1680. 1180. Ça avait été 1180 tout le temps. Les 500 supplémentaires que j'avais ajoutés pour rembourser plus vite, coussin, prendre de l'avance. Rien de tout cela n'avait jamais touché le crédit. Il avait un rendez-vous fixe 2 minutes après minuit, et sa destination était ma sœur. J'ai trouvé les autres sorties d'argent sans trop de difficultés après ça parce que je savais ce que je regardais maintenant. Des virements avec de petits mémos que ma mère avait tapés dans l'application, comme on griffonne une note sur un chèque. Aide loyer Chloé. Voiture Luc. Anniversaire Chloé, Floride. Il y avait tout un deuxième budget qui tournait sous celui que je pensais financer et mon argent était le fonds de roulement qui le maintenait liquide. L'argent de mon crédit immobilier avait une seconde vie. Seulement, ce n'était pas la mienne et ce n'était pas celle du crédit. J'ai fait défiler pendant longtemps. C'était pire dans l'ensemble que dans n'importe quelle ligne isolée. La façon dont une petite trahison répétée 80 fois cesse d'être petite et devient un système. J'ai trouvé le mois où j'avais fait réparer mes freins qui grinçaient et là, 3 jours après qu'on m'ait dit de trouver une solution, parce que j'étais doué avec l'argent, il y avait un virement sortant de leur compte avec le mémo « Fonds plage Lucas ». J'ai trouvé la semaine du chalet que nous avions annulé, le voyage d'anniversaire, et il y avait le manque à gagner que j'avais comblé, dont 500 sont allés directement à Chloé 48 heures plus tard. Chaque urgence que je les avais jamais sauvés avait un retrait correspondant et les retraits n'allaient jamais à une banque. Ils allaient à ma sœur ou à une vie que mes parents menaient au grand jour tout en me disant qu'ils se noyaient. Je veux décrire la partie physique de la chose parce que je ne pense pas que le chiffre seul le capture. J'avais froid, pas froid de contrariété, vraiment froid, de la façon dont on a froid quand son corps décide quelque chose avant que son esprit ait fini la phrase. Je me suis levé et j'ai mis un pull à 2 heures du matin dans ma propre cuisine chaude et je me suis rassise et j'ai continué à lire parce que j'avais attendu 6 ans pour regarder et je n'allais pas m'arrêter à mi-chemin. Je veux être prudente ici parce que c'est la partie où j'aurais pu me tromper et je l'ai presque fait.
Mon argent allait bien au crédit immobilier, la partie de 1180, la vraie partie. Donc, ce n'était pas un mensonge dans le sens où la maison n'était jamais payée. Le mensonge était plus subtil et une fois que je l'ai compris, bien pire. Mes parents avaient toujours eu les revenus pour payer 1180 par mois eux-mêmes. Mon père travaillait, ma mère travaillait. Personne n'avait perdu son emploi. Ce qu'ils avaient fait, c'était de me confier le crédit immobilier pour que leur propre salaire soit libéré. Libéré pour acheter un SUV en leasing. Libéré pour couvrir le loyer de Chloé. Libéré pour financer une vie qui, vue d'une certaine allée, paraissait bénie. La banque n'allait jamais saisir la maison. Nous allons perdre la maison, n'était pas un fait. C'était un levier et il l'avait actionné chaque fois que l'argent ralentissait pendant 6 ans et cela avait fonctionné à chaque fois. Il y avait un onglet dans la banque en ligne intitulé « Relevé » avec une petite icône de dossier. Je l'ai vu. J'ai plané dessus et j'ai fermé l'ordinateur portable parce que je n'étais pas prête pour le chiffre qui se trouvait à l'intérieur de ce dossier. Pas à 2 heures du matin, pas seul. J'avais besoin d'une voix de plus avant de l'ouvrir. Alors le lendemain matin, j'ai appelé ma tante Bernadette. Bernadette est la sœur cadette de ma mère. Elle a 58 ans. Elle est directe d'une manière que ma mère n'a jamais appris à être. Et c'est la seule parente que j'ai qui ne m'a jamais rien demandé. Je suis allé chez elle en voiture, pas les 110 km jusqu'à Youngstown. Elle vit plus près, à une demi-heure au sud de chez moi. Et je me suis assise à sa table de cuisine pendant qu'elle versait du café et j'ai essayé de trouver comment poser une question sans accuser personne de quoi que ce soit. Pour l'instant. Je n'ai pas eu à le faire. Bernadette l'a fait pour moi. Elle a posé la cafetière et a dit nonchalamment, de la manière dont on parlerait du temps, « Tu sais, ta mère disait à toute la table de cartes le mois dernier que la maison est pratiquement remboursée, elle s'en vantait presque. Je pensais juste que tu le savais, c'est toi qui paies. » La cafetière a cliqué en se remettant sur sa base. J'ai dû faire une drôle de tête parce que Bernadette s'est arrêtée et sa propre expression a changé et elle s'est assise en face de moi, lentement. Pratiquement remboursée. J'avais envoyé 1680 ce mois-là même pour sauver une maison dont ma mère se vantait, en même temps, qu'elle était presque à moi au départ. Pas presque à elle, presque à moi. Si quelqu'un avait jamais tenu un registre de qui payait réellement quoi. Et elle l'avait dit à voix haute à une table de cartes pleine de parents. Dans la même saison où elle me disait que la banque était à la porte. Bernadette m'a regardé assembler les pièces du puzzle de l'autre côté de sa table de cuisine. Et puis elle a fait quelque chose que je n'attendais pas. Elle s'est excusée. Pas pour quelque chose qu'elle avait fait, mais pour ce qu'elle n'avait pas fait. J'ai un mauvais pressentiment depuis quelques années, a-t-elle dit, tournant sa tasse de café en un cercle lent sur la table. La façon dont ta mère parle, les voyages, la voiture, et puis dans le même souffle, elle se plaint d'être pauvre. Je me suis dit que ce n'était pas mes affaires. C'est la maladie de la famille, Joséphine. Nous nous disons tous que ce ne sont pas nos affaires. Et puis l'un de nous finit par payer pour nous tous et appelle ça de l'amour. Elle m'a regardé. J'aurais dû te poser la question il y a longtemps. Je suis désolé de t'avoir laissé découvrir ça seul. J'ai demandé à Bernadette de me parler de mon père. Pas la version avec laquelle j'avais grandi. L'homme qui remplissait l'embrasure de la porte avec ses grandes opinions. Le garçon. Parce que quelque part au fond de mon esprit, une petite équité têtue insistait sur le fait qu'il devait y avoir une raison, et je voulais l'entendre avant de ne plus pouvoir le faire. Bernadette est restée silencieuse un moment. Puis elle m'a dit que lorsque mon père avait 12 ans, sa famille avait été expulsée. Qu'il était rentré de l'école pour trouver leurs meubles sur la pelouse, le canapé, les lits, la table de la cuisine, tout, posé sur l'herbe devant Dieu et toute la rue. Elle a dit que la chose dont il ne s'était jamais remis n'était pas de perdre la maison. C'étaient les voisins qui regardaient, la honte de la situation exposée au grand jour où tout le monde pouvait voir que sa famille avait échoué. Elle a dit qu'il avait juré à voix haute plus d'une fois au fil des ans que personne ne le verrait jamais perdre une maison à nouveau. Et puis elle a dit la chose que j'ai retournée dans ma tête plus de fois que toute autre chose dans toute cette histoire. Quelque part en chemin, Joséphine, cette peur a cessé de concerner la protection d'une maison. Elle s'est transformée en une habitude d'utiliser la tienne. Je suis rentré de chez Bernadette plus lentement que nécessaire parce que j'essayais de tenir ensemble deux choses qui ne voulaient pas être tenues ensemble. Je pouvais voir le garçon sur la pelouse.
Je pouvais sentir, honnêtement et sans effort, comment une personne qui avait vécu cela pourrait passer le reste de sa vie à s'assurer que l'histoire qu'elle racontait aux voisins était celle d'un homme qui subvenait aux besoins, d'un homme dont la maison était sûre. D'un homme dont les filles réussissaient. Et je pouvais aussi voir tout aussi clairement que maintenir cette histoire en vie m'avait coûté 124 000 et une décennie à croire que je n'étais aimable que lorsque j'étais utile. Comprendre d'où venait la blessure n'allégeait en rien le poids de celle qu'il m'avait infligée. Cela signifiait juste que je pouvais la poser sans le haïr. Cela s'est avéré être la différence entre partir en colère et partir libre. J'ai réfléchi à ça. Je pouvais tenir les deux choses en même temps. J'ai découvert que je pouvais ressentir une vraie tristesse pour le garçon de 12 ans debout sur une pelouse regardant sa vie être sortie par la porte d'entrée. Et je pouvais toujours refuser de continuer à financer l'homme qu'il était devenu. Comprendre pourquoi quelqu'un fait quelque chose n'est pas la même chose que d'accepter de continuer à payer pour cela. Ces deux choses étaient vraies et elles pouvaient rester vraies ensemble et je n'avais pas à les résoudre pour savoir ce que je devais faire. Avant que je parte, Bernadette m'a attrapé le poignet. Si jamais ça en arrive là, a-t-elle dit, je dirai ce que j'ai entendu. J'en ai marre de faire semblant de ne pas l'avoir entendu. Elle a griffonné quelques dates au dos d'une enveloppe, la soirée de cartes, à peu près quand, et l'a pressée dans ma main. Ce n'était pas un sauvetage. Bernadette ne pouvait rien arranger à tout ça et elle le savait et elle n'a pas prétendu le contraire. Mais elle était un témoin. Et après 6 ans à m'entendre raconter une histoire sans personne pour la vérifier, un témoin valait plus qu'elle ne le savait. Ce soir-là, j'ai ouvert le dossier appelé « Relevé ». Et là, il y avait le chiffre. Je veux que vous preniez le temps de digérer ça comme je l'ai fait, parce que tout ce qui précédait n'était que soupçon. Et c'est la chose qui a transformé le soupçon en fait. Le relevé annuel le plus récent du service de gestion du crédit immobilier était juste là, un PDF à un clic, comme il l'avait été pendant des années. Je l'ai ouvert. Mes yeux sont allés directement à la ligne que j'avais redoutée. Solde principal, 62 140. 62 000 sur une maison qui, dans mon imagination, avait été perpétuellement à un mauvais mois de la vente aux enchères. Et en dessous, le compte séquestre, la chose que ma mère m'avait dit, avait augmenté. La raison pour laquelle j'avais augmenté mon paiement à 1680 en premier lieu, inchangé, non pas depuis 1 an, mais depuis 4. Le paiement a augmenté ce mois-ci. Avait été une phrase que quelqu'un m'avait tapée. Pas un fait que quiconque dans une banque ait jamais écrit. J'ai fait le calcul lentement parce que je voulais être sûr et parce qu'une partie de moi espérait encore que j'avais fait une erreur quelque part qui rendrait ma famille moins que ce que je regardais. 6 ans, 74 mois, 1680 par mois. Cela fait un peu plus de 124 000 qui ont quitté mes mains et ma vie. 124 000 pour protéger un solde de 62 000. L'écart entre ces deux chiffres n'a pas disparu. L'argent ne disparaît pas, il se déplace. Et maintenant je savais exactement où il s'était déplacé. Les 500 par mois que j'avais ajoutés, cela seul représentait environ 37 000 sur 6 ans. Et cela avait une allée et un leasing et une légende qui disait « béni ». Le reste de l'écart était le propre revenu de mes parents, libéré par moi, dépensé pour une vie dont je n'ai jamais été invité à faire partie. 37 000 de supplément avaient acheté une voiture à côté de laquelle je n'avais pas le droit de me tenir à Thanksgiving. Et maintenant, chaque appel téléphonique paniqué que j'avais jamais reçu se réorganisait dans ma mémoire. C'est la partie dont personne ne vous prévient. Comment un seul vrai chiffre peut remonter 6 ans en arrière et changer le sens de choses que vous pensiez déjà avoir comprises. La nuit où la voix de mon père s'est brisée en 2019. J'avais porté cela comme le moment le plus sincère de ma vie d'adulte, la preuve de sa confiance en moi. Maintenant, je l'entendais différemment. Maintenant, j'entendais un homme qui savait exactement comment une voix brisée atterrit sur une fille qui a été élevée pour secourir. Le paiement a augmenté, nous allons être à court, manque à gagner, la semaine d'un voyage que j'avais prévu. J'avais vécu chacun comme une petite crise distincte et eux les avaient vécus comme un système fonctionnel. Je n'avais pas aidé à travers une série d'urgences. J'avais été l'entrée fiable dans une machine qui fonctionnait sans problème et alors depuis 6 ans. Et la seule nuit où elle a jamais mal fonctionné, c'est la nuit où j'ai finalement lu le manuel. Je me suis rassise dans ma chaise et la phrase qui m'est venue était si claire et si calme que je l'ai dite à voix haute, seule dans ma cuisine à 23 heures. La maison n'a jamais été l'otage. C'était moi. Pendant 6 ans,
J'avais cru que j'étais la seule chose qui se tenait entre mes parents et le désastre. Je me tenais bien entre mes parents et le désastre. J'étais le désastre qu'ils avaient pu éviter. J'étais le tampon, le fond de roulement, le coussin, la raison pour laquelle personne dans cette famille n'avait jamais eu à subir les conséquences d'une seule de leurs décisions. Et le prix pour occuper cette position était que je devais être la responsable et Chloé devait être la joie. Et aucun de nous n'a pu être une famille d'une manière qui survivrait à ma découverte de ce relevé. Voici ce que je veux que vous sachiez, car je pense que cela compte plus que le chiffre. À ce moment-là, je ne voulais pas les détruire. Je veux être honnête à ce sujet, car l'histoire serait plus simple si j'avais voulu me venger, et ce n'était pas le cas. Je ne voulais pas que la maison soit vendue sous leurs pieds. Je ne voulais pas que mon père soit humilié sur une pelouse une deuxième fois. Ce que je voulais était plus petit et, à certains égards, plus difficile. Je voulais qu'ils disent le vrai chiffre à voix haute, une fois, devant les gens qui n'avaient jamais entendu que le faux. Je voulais que l'histoire cesse de leur appartenir. Je me suis posé la question de ce qu'il fallait faire pendant une bonne partie de la semaine. Et je veux être honnête sur les versions que j'ai envisagées, car je ne pense pas être la seule à avoir jamais rédigé l'option cruelle dans sa tête. J'aurais pu simplement disparaître, garder l'argent, ne rien dire, les laisser se débrouiller, et ne jamais leur donner la satisfaction d'une raison. Il y a une vraie dignité là-dedans, et certains d'entre vous l'auraient choisi, et je ne vous contredirai pas. J'aurais pu envoyer le relevé à toute la famille élargie dans un seul email froid et laisser le chiffre faire son travail sans jamais avoir à me tenir dans une pièce. Celle-là m'a le plus tenté, honnêtement, car c'est celle qui aurait fait le moins mal. J'aurais pu appeler mon père et lui lire le solde ligne par ligne et l'écouter n'avoir aucune réponse. Mais chacune de ces options était une manière de gagner la dispute. Et je ne voulais pas gagner la dispute. Gagner une dispute laisse l'autre personne humiliée et vous-même toujours affamé. Et j'avais été affamé assez longtemps. Ce que je voulais, c'était de cesser d'être un personnage dans une histoire que d'autres pouvaient écrire. Et on ne fait pas ça derrière un email. On le fait en entrant dans la pièce où l'histoire est racontée et en disant la vérité à voix haute une fois, puis en vivant comme si c'était vrai, ce qui est le cas. La vengeance est une chose que l'on fait pour eux. Ce que je voulais, c'était une chose que je faisais pour moi. De l'extérieur, cela se ressemble. Le ressenti est totalement différent. Alors, j'ai imprimé le relevé. J'ai imprimé l'historique des transactions, les pages où mon argent arrivait à minuit et repartait vers Chloé à minuit 2. Je les ai glissés dans un dossier fin, du genre que j'utilise pour les réunions parents-professeurs, et je les posais sur le comptoir à côté de l'enveloppe en papier craft qui disait « Maison un jour ». Il y avait un événement qui approchait à grands pas où toute la famille serait réunie sous un même toit. Et j'ai décidé que je mettrais une place à cette table pour la vérité. Je n'ai rien envoyé. Ni l'argent, ni une réponse. Et le silence, il s'avère, est plus fort que n'importe quelle dispute que vous pourriez chercher. Le jour de Thanksgiving, le jeudi 27, j'étais dans mon propre appartement, et Adam avait préparé un petit dîner pour nous deux, et René est passé avec une tarte, et c'était, contre toute attente, une bonne journée. Personne à ma table ne m'a rien demandé. J'attendais de combler le vide où ma famille était censée être, et ce que je ressentais surtout, c'était l'étrange légèreté d'une dette qui avait tranquillement cessé de s'accumuler. Mais ma famille, à 110 km de là, était occupée. Pas par le chagrin, mais par la narration. Je sais ce qu'ils disaient parce que cela m'est revenu, comme ces choses le font, par les cousins. Mon téléphone a commencé à se remplir de messages de parents dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des mois, et ils avaient tous la même forme. Un cousin a écrit « Ta mère a dit que tu les avais abandonnés juste avant les fêtes. Ça ne te ressemble pas. » Avec les points d'interrogation faisant beaucoup de travail en silence. Un autre était moins aimable. Quelqu'un les avait contactés en premier, et ce quelqu'un était ma mère, et la version qu'elle distribuait à cette table de Thanksgiving était claire, complète et dévastatrice. Joséphine s'est mis une idée en tête. Joséphine les a coupés du jour au lendemain. Joséphine a toujours été jalouse de sa sœur. Joséphine punit ses propres parents par rancune. 6 ans de ma vie réécrits en un seul après-midi autour d'une dinde, dans une pièce pleine de gens qui n'avaient aucune raison de douter de la femme qui pleurait en bout de table. La personne qui avait fabriqué la crise était, il s'est avéré, extrêmement douée pour fabriquer l'histoire de la crise. C'était la même compétence. Je ne l'avais simplement pas reconnue comme une compétence jusqu'à ce qu'elle soit dirigée contre moi.
Il y a un vertige particulier à regarder sa propre réputation être manipulée par d'autres. Ma tante du côté de mon père a envoyé un long message sur le fait que les fêtes sont difficiles pour tout le monde et que je devrais peut-être penser à tout ce que mes parents ont sacrifié. Sacrifié. J'ai lu ce mot 4 ou 5 fois. Une cousine au 2e degré à qui j'avais parlé pour la dernière fois à un mariage m'a dit gentiment qu'elle était là si je voulais parler de ce qui se passait avec moi, comme si c'était moi qui perdais le contact avec la réalité. Et j'ai compris en les lisant que j'avais le choix de la manière de répondre et que chaque version d'une longue explication ressemblerait exactement à ce que ressemble une personne coupable quand elle est prise. La défensive est perçue comme de la culpabilité. C'est le piège. Ils avaient le micro et plus je tentais de le saisir, plus je prouverais leur point de vue. Alors, je ne l'ai pas saisi. J'ai répondu au cousin qui m'avait contacté. Une ligne chacun. Je vais bien. L'histoire est plus complexe que ce que vous avez entendu. Et il y a un relevé qui le prouve. Quand vous serez prêt à voir le chiffre, je vous le montrerai. Et puis j'ai posé le téléphone et j'ai laissé l'inconfort appartenir aux personnes qui l'avaient mérité. La seule chose qu'ils n'avaient pas, c'était le chiffre. Ils avaient toute l'histoire, sauf le seul fait qui y mettrait fin. Chloé m'a appelé ce week-end-là. J'ai failli ne pas répondre, mais c'était ma sœur, et certains vieux réflexes sont difficiles à tuer. Sa voix était tendue d'une droiture que j'ai reconnue parce que c'était la droiture de la famille, celle avec laquelle nous avions tous été élevés. « Pourquoi punis-tu maman et papa ?» a-t-elle dit. Pas de « bonjour ». Ils ont tout fait pour nous. Et j'ai entendu ce mot « nous ». Et quelque chose en moi est devenu très calme. Pour nous, ai-je dit, Chloé, sais-tu vraiment d'où vient tout cet argent? Il y a eu un silence au bout du fil. Pas un court. Je pouvais l'entendre respirer, et je pouvais entendre en dessous le son d'une question qu'elle ne s'était jamais posée, arrivant tout d'un coup. Elle avait cru toute sa vie d'adulte que nos parents étaient simplement généreux, que l'aide au loyer et la voiture et le coussin sous tout le reste venaient d'un puissant fond d'amour parental qu'elle méritait par hasard, et que je ressentais par hasard. Il ne lui était sincèrement jamais venu à l'esprit de se demander d'où le puits était alimenté. Pour la première fois de la conversation, ma sœur n'avait pas de répartie. Elle avait une question, et c'était une question qu'elle avait soudainement peur de poser à ses propres parents. Elle a raccroché sans dire grand-chose d'autre. Je l'ai laissé faire. Mon père a essayé une autre approche. 2 jours plus tard, l'approche de la peur, celle qui avait fonctionné pendant 6 ans. Il n'a pas texté cette fois. Il a appelé et quand je n'ai pas décroché, il a laissé un message vocal et sa voix était devenue dure d'une manière que j'avais rarement entendu diriger contre moi. « Tu as jusqu'au 1er, a-t-il dit. Tu règles ça avant l'échéance du crédit ou tu seras la raison pour laquelle ta mère ne peut pas dormir. Pense au genre de personne qui fait ça à ses propres parents. » J'ai écouté ce message vocal 2 fois, de la même manière que j'avais écouté le premier. Et ce qui m'a frappé la 2e fois, c'est que c'était exactement le même instrument joué différemment. En 2019, la peur était venue à moi doucement. Une voix brisée, une petite demande. Je n'aurais jamais pensé devoir te demander ça. Maintenant, elle venait durement. Un délai, une menace. Pense au genre de personne qui fait ça. Doux ou dur, c'était la même note. Et la note était, ton travail est de faire disparaître notre peur, et tu échoues à ton travail. Pendant 6 ans, cette note avait fonctionné sur moi instantanément, physiquement, comme un réflexe. Cette fois, je l'ai entendue, et je n'ai ressenti presque rien d'autre qu'une sorte de reconnaissance clinique. Oh, la voilà. C'est le son qui déplaçait autrefois un millier. Il ne déplaçait plus rien parce que j'avais enfin vu les ficelles. Le 1er du mois est arrivé. Je n'ai rien réglé. Et je veux vous dire ce qui s'est passé quand l'échéance du crédit est arrivée et que je n'ai pas envoyé un centime, parce que c'est la chose la plus discrète et la plus importante de toute cette histoire. Rien ne s'est passé. La maison n'a pas bougé. Aucun avis n'est arrivé. Pas de shérif, pas de vente aux enchères, pas de pelouse. Mes parents ont payé 1180 de leur propre compte, comme ils auraient pu le faire chaque mois pendant 6 ans. Et la maison a continué de se tenir exactement là où elle avait toujours été. La seule chose qui avait jamais été en danger était l'histoire. Et maintenant, l'histoire était la chose qui commençait à glisser. J'aurais pu en rester là. C'est la vérité. J'aurais pu garder mon silence, garder mon argent, acheter ma maison avec Adam,
et laisser ma famille raconter la version de moi qu'ils avaient besoin de raconter pour se sentir à l'aise. Beaucoup de gens l'auraient fait. Mais il y avait toute une famille élargie qui avait entendu un mensonge sur moi à une table de Thanksgiving. Et j'ai découvert que je ne pouvais pas vivre à l'intérieur de ce mensonge juste parce que rester silencieuse était plus simple. Plus simple. Ce mot encore. J'en avais fini de laisser, plus simple, être le mot de quelqu'un d'autre pour mon effacement. Avant de vous dire ce que j'ai fait, je veux vous mettre dans la pièce où je l'ai décidé, car je pense que certains d'entre vous se tiennent dans une version de cette pièce en ce moment. Je me suis assise à ma table de cuisine avec Adam et j'avais une page entière de notes. Tout ce que je voulais dire, chaque blessure que je voulais nommer, chaque année pour laquelle je voulais rendre des comptes. Adam l'a lu. Puis il l'a posé et a dit doucement, « Tu n'as pas besoin d'un discours, Joséphine. Tu as besoin d'un seul vrai chiffre et d'une phrase claire. Le discours, c'est pour toi. Le chiffre, c'est pour eux. » Il avait raison. J'ai barré la plupart de la page. J'ai gardé 3 phrases parce que voici ce que j'avais enfin compris sur la catharsis. Elle ne vient pas de la chose cruelle parfaite dite au moment parfait. J'avais fantasmé à ce sujet. Tout le monde le fait. Mais une phrase dévastatrice ne fait que commencer une autre dispute. Et je ne voulais pas de dispute. Je voulais une fin. La seule chose qui met fin à un mensonge, c'est la vérité, dite simplement devant des témoins par la seule personne sur laquelle le mensonge a été construit. Tout le reste n'est que bruit. Alors avant de vous dire comment ça s'est passé, laissez-moi vous poser la question que je me posais cette nuit-là. Si vous étiez moi, si vous étiez sur le point d'entrer dans cette maison avec ce dossier à la main, le diriez-vous à voix haute devant tout le monde? Ou décideriez-vous que certaines familles ne valent pas la scène et partiriez-vous simplement, sans faire de vagues? Il n'y a pas de mauvaise réponse. Je suis arrivé à croire que les deux sont une forme de liberté. Dites-moi laquelle vous choisiriez, puis laissez-moi vous dire laquelle j'ai choisi. J'ai choisi d'entrer. Il y avait une réunion de famille élargie le week-end avant Noël, le 20. Une grande, du genre que ma mère organise depuis des années avec les cousins et les tantes et Bernadette et Chloé et Luc et le petit Lucas qui court partout. Je n'étais pas invité. Je comprenais à ce moment-là que je ne le serais pas. Mais c'était toujours ma famille et c'était toujours, à tous égards importants, une maison que j'avais payée. Et j'ai décidé que la vérité méritait une place à cette table plus que je ne méritais d'en être tenu à l'écart. J'ai pris une autre décision à cette table de cuisine et c'était la plus petite et la plus grande. J'ai pris l'enveloppe en papier craft, maison un jour, et j'ai barré, un jour, et j'ai écrit, nous. Pas une maison pour mes parents, pas une crise pour mes parents, une maison pour Adam et moi. Pendant 6 ans, cette enveloppe avait signifié, plus tard. Cette nuit-là, elle a commencé à signifier, à moi. La nuit d'avant, je n'arrivais pas à dormir et je me suis assise sur le bord du lit en répétant les 3 phrases à voix basse dans le noir jusqu'à ce qu'elles cessent de ressembler à une performance et commencent à ressembler à un fait. Adam s'est réveillé à un moment donné et m'a trouvé là. Il ne m'a pas dit que tout irait bien parce qu'il ne ment pas pour que je me sente mieux. Il a dit, quoi qu'il arrive dans cette pièce, tu as déjà fait le plus dur. Tu as regardé. La plupart des gens ne regardent jamais. Et je me suis accroché à ça parce qu'il avait raison. Le plus dur avait été de regarder, et tout ce qui suivait n'était que le refus de faire semblant de ne pas l'avoir fait. Je ne vais pas là-bas pour reprendre quoi que ce soit, ai-je dit à Adam. J'y vais pour arrêter de le donner. Il m'a conduite les 110 km jusqu'à Youngstown. Aucun de nous n'a beaucoup parlé. J'ai relu mes 3 phrases plusieurs fois, comme je le faisais avec un plan de cours avant la première sonnerie, jusqu'à ce qu'elles arrêtent de trembler dans ma bouche. Quand nous sommes arrivés, la lumière du porche était allumée, chaude et jaune, la même lumière de Porsche de tous les jours de fête de mon enfance. Et dans l'allée, bien sûr, il y avait le SUV. Je me suis garé derrière. Adam a serré ma main et est resté dans la voiture d'où il pouvait me voir mais sans en faire partie, car c'était à moi de le faire, et nous le savions tous les deux. J'ai remonté l'allée et je suis entré parce que j'avais toujours la clé. Je veux que vous vous accrochiez à cette clé. Elle va avoir de l'importance dans une minute. La pièce est devenue silencieuse comme une pièce le devient quand la mauvaise personne entre. Une vingtaine de visages se tournant d'un coup. Ma mère en bout de table au milieu d'une phrase. Mon père à moitié levé de sa chaise avant même que je sois complètement entré. Alors, a-t-il dit, et sa voix cherchait déjà la version de moi qu'il vendait depuis un mois.
tu as enfin décidé de te montrer. Je n'ai pas mordu à l'hameçon. Je n'ai pas élevé la voix. J'ai posé le dossier sur la table à côté d'un plat à moitié vide dans une pièce pleine de gens qui n'avaient jamais entendu que sa version et j'ai dit, en effet. Et j'ai apporté le relevé que vous ne vouliez pas que je lise. Je veux que vous voyiez la pièce comme je l'ai vue, car les détails sont ce qui la rendent réelle et non un fantasme. Il y avait un match de football à la télévision avec le son bas dans la pièce voisine et personne ne l'a éteint. Donc, sous tout, il y avait ce mince murmure d'une foule acclamant quelque chose qui n'avait rien à voir avec nous. Le petit Lucas était par terre près du canapé, 5 ans, construisant quelque chose avec des blocs, heureusement inconscient. Luc avait la main figée à mi-chemin d'un bol de farce. La belle nappe de ma mère, celle qui ne sort que pour les invités, était sous le dossier que je venais de poser. Je me souviens avoir pensé, avec un calme qui m'a surprise, que j'avais passé 6 ans à payer pour cette scène exacte et que je n'avais jamais été autorisé à y être. Et me voilà enfin. Et cela ne m'avait rien coûté d'entrer, sinon la volonté de ne pas être la bienvenue. Personne n'a pris le dossier. C'est la chose dont je me souviens le plus. Personne ne l'a pris parce que les gens qui avaient besoin de le prendre savaient déjà ce qu'il y avait à l'intérieur. Et ceux qui ne le savaient pas regardaient les visages de mes parents, qui avaient pris une couleur que je n'avais jamais vue sur aucun d'eux. J'ai dit mes 3 phrases. Le solde de cette maison est de 62 000. En 6 ans, je vous ai envoyé plus de 124 000 et chaque dollar supplémentaire est allé à une voiture dans cette allée. J'en ai fini de payer pour être des invités. Et puis j'ai fait une chose de plus parce qu'il y avait une phrase que je ne pouvais pas laisser passer. J'ai regardé ma mère et j'ai dit calmement. Vous m'avez dit d'envoyer juste l'argent comme d'habitude. J'ai enfin regardé ce que comme d'habitude signifiait. J'ai fait glisser la première page sur la table vers elle. Le relevé, le chiffre entouré du même stylo rouge que j'utilise sur les contrôles de CE2. Elle ne l'a pas pris. Elle n'en a pas eu besoin. Le fait de ne pas le prendre était l'aveu. Je n'avais pas prévu de dire autre chose. 3 phrases. C'était le plan. Mais mon père a retrouvé ses esprits plus vite que je ne l'attendais, et il a fait la chose qu'il a toujours faite, c'est-à-dire de faire de la pièce le problème au lieu du papier. C'est une affaire de famille, a-t-il dit, se tournant légèrement, faisant appel aux tantes, aux cousins, au football qui murmurait dans la pièce voisine. Ce n'est pas quelque chose que nous étalons devant tout le monde comme une sorte de procès. Et quelques têtes ont hoché la tête parce que c'est une chose raisonnable à dire, et mon père a toujours su dire la chose raisonnable au moment où elle lui sera le plus utile. Tu as raison, ai-je dit. Cela aurait dû être une affaire de famille. Cela a cessé d'en être une le jour où vous avez commencé à raconter à la famille une version qui n'était pas vraie. Je n'ai pas apporté le chiffre ici. C'est vous qui avez apporté l'histoire ici en premier. J'ai juste apporté le reçu. Pendant un moment, personne dans cette pièce n'a rien fait du tout. Et puis ma sœur a tendu la main et a pris le dossier. Chloé l'a lu. Je l'ai regardé le lire. J'ai regardé son doigt s'arrêter sur une ligne à mi-page. Je savais laquelle. Celle qui disait, Chloé, aide-loyer, et celle en dessous qui indiquait le montant. Et le petit horodatage qui indiquait minuit 2. Et j'ai vu quelque chose se briser derrière ses yeux que je ne pense pas que nos parents s'attendaient à voir se briser. Vous m'aviez dit, a-t-elle dit, et sa voix est sortie petite. Vous m'aviez dit que cela venait de vos propres économies. Vous aviez dit que vous l'aviez mis de côté pour moi. Chloé, la voix de ma mère a claqué à travers la table. Pas maintenant. Et ma sœur a levé les yeux de la page vers notre mère et a dit la chose la plus vraie que j'ai entendu quelqu'un de ma famille dire en 6 ans. Alors quand? C'est à ce moment-là que j'ai compris quelque chose que le relevé n'aurait pas pu me dire. Chloé n'avait pas su, pas la vraie forme de la chose. Elle avait su qu'on s'occupait d'elle et elle s'était laissée prendre en charge et elle avait été heureuse de ne pas poser trop de questions et c'est son propre genre de choix et je ne vais pas prétendre que ce n'est pas le cas. Mais elle avait sincèrement cru que l'argent appartenait à nos parents à donner. On lui avait raconté une histoire, aussi, une histoire flatteuse. Et elle l'avait avalée parce que c'était plus simple. Et maintenant, elle était assise là, à regarder la légende qu'elle avait publiée pendant des années être enfin lue à voix haute. Mon père n'a pas craqué. Je veux être honnête à ce sujet, car je sais à quel point il serait plus satisfaisant de vous dire qu'il s'est effondré. Il ne l'a pas fait. Il s'est redressé et a saisi la plus vieille arme de la maison et a dit, la famille est de la famille. C'est tout ce que ça a toujours été.
Je ne sais pas en quoi tu l'as transformé dans ta tête, mais c'est une famille qui s'entraide et tu es là à essayer de rendre ça laid. Et j'ai dit la seule chose que j'avais ajoutée à mes 3 phrases en étant là, parce qu'il fallait le dire, une famille ne facture pas une fille pour chouchouter l'autre en appelant ça de l'aide. C'est Bernadette qui a parlé ensuite. Elle n'avait pas prévu de le faire. Je pouvais voir que cela la surprenait autant que n'importe qui. Mais elle a posé son verre et a dit dans le silence. Il a raison de dire que la famille est de la famille, Denis. Mais elle a raison pour le reste. Je t'ai entendu dire que c'était remboursé. Sandra me l'a dit en face aux cartes. Tu ne peux pas dire à une fille que la banque est à la porte et à toute la table de cartes que c'est pratiquement à toi, sans frais. Ça ne marche pas dans les deux sens. Et ça, plus que mon chiffre, c'est ce qui a fait tourner la pièce. Non pas parce que Bernadette avait des preuves, car Bernadette n'avait rien à gagner et tout le monde le savait. Mais je veux être clair avec vous, car c'est la partie que les histoires de vengeance se trompent toujours. Toute la pièce ne s'est pas retournée contre mes parents. Ça ne s'est pas passé comme ça. Certains cousins ont regardé la table, mal à l'aise, et n'ont rien dit. Une tante s'est même levée et a commencé à débarrasser bruyamment les plats comme si le bruit de l'eau courante pouvait rincer toute l'affaire. Quelqu'un a marmonné que ce n'était pas l'endroit, que c'était les fêtes, que ce qui se passait entre moi et mes parents ne concernait que moi et mes parents. Ma mère pleurait, vraiment pleurait, pour la première fois de toutes les preuves, d'une manière qui n'avait plus rien pour culpabiliser qui que ce soit. Et au moins 2 personnes dans cette pièce, j'en suis certaine, sont rentrées chez elles ce soir-là, ayant décidé que Joséphine était venue gâcher Noël pour de l'argent. Je n'ai pas eu tout le monde de mon côté. J'ai mis la vérité sur la table. Ce ne sont pas les mêmes choses. Et j'avais déjà fait la paix avec la différence sur le chemin. J'ai mis le vrai chiffre dans la pièce. J'ai nommé où l'argent était allé. J'ai posé la limite. Il restait une chose à faire. J'ai sorti la clé de la maison de ma poche. La clé que je portais depuis mes 17 ans. La clé que j'avais encore parce que j'étais la responsable. Celle à qui on donnait une clé pour qu'elle puisse entrer et s'occuper des choses. Et je l'ai posée sur la table à côté du relevé dans le silence. Je ne demande pas à être remboursé, ai-je dit. Je ne vais pas vous envoyer de facture. Je demande à être plus qu'un paiement. Et si je ne peux pas être cela dans cette famille, alors cette clé n'a jamais été vraiment à moi. La clé a fait un petit bruit contre le bois. C'est la chose dont je me souviens. Pas un claquement, pas une scène, juste le petit clic de 16 ans à être celle qu'on pouvait toujours laisser entrer, posée sur une belle nappe à côté d'un chiffre que personne ne voulait regarder. Ma mère a fait un son comme si elle allait dire mon nom. Elle ne l'a pas fait. Mon père a regardé la clé et pas moi, ce qui m'a tout dit sur celui des 2 qui lui manquerait. Puis je suis sorti. Adam attendait là où je l'avais laissé, moteur en marche, et il n'a pas demandé comment ça s'était passé parce qu'il pouvait voir comment ça s'était passé. Et il a juste tendu la main et a monté le chauffage parce que mes mains tremblaient. Je suis sorti de cette maison sans la clé et pour la première fois en 6 ans, sans le poids. J'aimerais vous dire que l'histoire s'est terminée là, proprement, avec tout le monde transformé par la vérité. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Et je vous ai promis de ne pas vous mentir comme ils m'ont menti. Voici ce qui s'est réellement passé dans les mois qui ont suivi. L'échéance du crédit est arrivée le 1er janvier, et mes parents l'ont payé. 1180 de leur propre compte, sans incident. Elle est arrivée à nouveau en février et ils l'ont payée à nouveau. La maison est restée exactement là où elle avait toujours été parce que la maison n'allait nulle part. Elle n'avait jamais eu besoin de moi. Elle avait eu besoin de mon silence et j'avais finalement cessé de le fournir. Ils ont changé le mot de passe de la banque en ligne un jour ou 2 après ce dîner. Je le sais parce que je n'ai plus aucun moyen de le savoir. Et j'ai vérifié une fois par habitude et la porte était verrouillée. J'ai fermé l'ordinateur portable et je me suis senti plus que tout soulagé. Je ne voulais plus pouvoir voir dans leur vie. J'en avais assez vu. Mon père n'a jamais appelé pour s'excuser. Il a appelé une seule fois fin janvier et ce n'était pas pour s'excuser. Il a demandé si j'avais reconsidéré. Comme si j'avais eu une humeur, et que l'humeur pouvait passer, et que la responsable pourrait revenir en ligne. Je lui ai dit que non et je le pensais gentiment et il a raccroché et nous ne nous sommes pas parlé depuis. C'est la seule personne dans cette histoire qui n'a pas changé et j'ai arrêté d'attendre qu'il le fasse et il y a une liberté étrange et triste là-dedans aussi.
Certaines personnes sont une pelouse sur laquelle elles n'ont jamais pu revenir. On peut en faire le deuil et quand même ne pas y retourner. J'en fais le deuil. Je veux le dire clairement parce que la version propre de cette histoire me verrait partir sans être dérangé et ce n'est pas vrai et je ne prétendrai pas que ça l'est. Il y a des nuits où le père d'avant que je ne le comprenne me manque. Celui qui remplissait l'embrasure de la porte, qui m'a appris à conduire sur un parking d'église vide, que j'ai cru pendant 32 ans être simplement un homme fort faisant de son mieux. J'ai dû faire la paix avec le fait que ces deux hommes sont réels. Celui qui m'a appris à conduire et celui qui a passé 6 ans à m'apprendre que mon amour ne valait que ce pourquoi il pouvait être facturé. Le chagrin n'est pas le prix du départ. Le chagrin, c'est simplement ce que devient l'amour quand il n'a plus nulle part où aller. J'ai arrêté d'essayer de faire en sorte que le mien redevienne autre chose. Ma mère était différente, lentement. Le premier texto est arrivé début février et ce n'était pas grand-chose. Je ne sais pas comment réparer ça, mais je sais que le chiffre était réel. C'est tout. Pas de défense, pas d'explication, pas de demande, juste une reconnaissance que la chose que j'avais mise sur la table était vraiment sur la table. Quelques autres sont venus au cours des semaines suivantes, des petits, testant la glace. Elle a demandé une fois si nous pouvions prendre un café, et j'ai dit, pas encore. Et elle n'a pas insisté, ce qui était en soi une sorte de changement. L'ancienne version d'elle aurait fait de mon, pas encore, une blessure qu'elle aurait pu soigner devant la famille. Cette version a juste répondu, d'accord, quand tu seras prête. J'ai compris ce que cela lui avait coûté de laisser les choses ainsi. Je ne me suis pas précipité pour répondre, et je n'ai pas non plus claqué la porte. De bonnes excuses ne vous obligent pas à rendre tout ce que le mauvais comportement a pris. Elle mérite juste la chance d'être entendue. Je l'ai laissé être entendue. C'est jusqu'où nous sommes allés, et c'est peut-être aussi loin que nous irons jamais. Et j'ai décidé que c'était permis. Certaines relations, on ne les reconstruit pas. On arrête simplement de payer le loyer et on voit ce qui reste debout quand l'argent s'arrête. Et Chloé, ma sœur, m'a surprise. En février, elle a appelé et cette fois, c'est sa voix qui était petite et elle m'a dit qu'elle avait commencé à payer son propre leasing de voiture. Elle m'a envoyé une photo du reçu. Pas de légende, pas de main jointe, pas de « béni », juste un reçu de 540 qu'elle avait couvert elle-même. J'aurais dû demander il y a des années, a-t-elle dit. Je ne voulais pas savoir. C'est la partie à laquelle je ne peux pas m'arrêter de penser. Je ne voulais pas savoir. Je la crois. Je n'ai pas non plus oublié qu'elle s'est laissée porter pendant des années et a appelé ça de l'amour et que c'est à cause d'elle que j'ai reçu le texto qui a déclenché tout ça. Ces deux choses sont vraies. Mais c'est elle qui a lu le dossier quand personne d'autre ne voulait le prendre. C'est elle qui a demandé à notre mère, alors quand, devant tout le monde. Le pardon n'est pas une porte que je dois à qui que ce soit. Mais je l'ai laissé déverrouiller pour la sœur qui a finalement décidé de lire la légende. Cela me semble être la bonne mesure. Pas toute la maison, juste une porte déverrouillée. Quant à moi, il y a une enveloppe qui disait autrefois, un jour. En mars, Adam et moi avons fait une offre sur une maison. Une petite avec un vrai jardin et une cuisine qui reçoit la lumière du matin. Pas celle que nous avons laissée derrière nous il y a des années, mais sa cousine. Nous avons versé 28 000, l'argent que j'avais passé 6 ans à prêter à une crise qui n'a jamais existé. Et cette fois, il est allé vers une fondation portant réellement mon nom. Nous avons signé en avril. L'enveloppe en papier craft est vide maintenant, enfin. Et elle a fait exactement ce pourquoi elle était nommée, juste pas pour la maison que je payais pour sauver, mais pour la nôtre. On m'a remis une clé à la signature, une nouvelle, encore tranchante sur les bords, chaude de la poche de quelqu'un. Je suis resté dans le salon vide, la tenant. Et j'ai pensé à l'autre clé, celle que j'avais posée sur la table de mes parents en décembre. Je l'avais portée pendant 16 ans, et elle ne m'avait jamais fait sentir que j'appartenais à quelque part. Celle-ci, je l'avais méritée en la gardant, pas en payant. C'est une petite différence. C'est la seule différence qui ait jamais compté. Le premier week-end dans la nouvelle maison, Adam a accroché une étagère légèrement de travers dans la cuisine, et nous l'avons laissée de travers exprès, parce que c'était notre droit de nous tromper. Renée est venue avec le même genre de tarte qu'elle avait apporté lors de ce premier Thanksgiving étrange. Et Bernadette est venue en voiture et est restée dans le jardin un moment, regardant le petit carré d'herbe comme si c'était quelque chose qui valait la peine d'être regardé, et m'a dit qu'elle était fière de moi d'une manière que ma propre mère n'a jamais tout à fait eue.
Et Chloé a texté de nulle part une photo de Lucas tenant un dessin qu'il avait fait. Une maison avec un soleil au-dessus et des bonshommes allumettes devant avec une légende qui disait juste « Il a dessiné ta nouvelle maison ». Pas de main jointe, pas de « béni », juste le dessin d'un neveu d'un endroit que je possède réellement. Je le garde sur l'étagère de travers. Il y a eu un dimanche en avril où mon téléphone a vibré à minuit et tout mon corps s'est raidi par 6 ans d'habitude. Prête pour un nom à qui je devais de l'argent. C'était juste Adam dans la pièce voisine qui m'envoyait une photo du chat endormi dans un panier à linge parce qu'il pensait que ça me ferait sourire. Ça m'a fait sourire. Et je suis resté là, dans le noir d'une maison à mon nom, et j'ai compris que c'était ce que minuit était censé être. Rien qui ne parte, rien de dû, juste quelqu'un qui vous aime, éveillé dans la pièce voisine, pensant à une raison de vous joindre qui ne vous coûte absolument rien. J'enseigne toujours en CE2. J'achète toujours des crayons à mes élèves de ma propre poche en octobre. Et René me taquine toujours à ce sujet. Et je n'arrête toujours pas parce que ce genre de don ne demande rien en retour. Et j'ai appris à faire la différence maintenant entre le don qui vous remplit et le don qui vous vide. Mon téléphone ne s'allume plus à minuit. Il n'y a pas de virement programmé, pas de coussin à compléter, pas de crise en attente 2 minutes après minuit, attendant que mon argent arrive pour qu'il puisse sortir par la porte. Les gens me demandent, quand je raconte une version de cette histoire, si je regrette de les avoir coupés de ma vie. Je ne pense pas que ce soit le bon mot pour ce que j'ai fait. Je n'ai coupé personne. J'ai arrêté de confondre deux choses qui m'avaient semblé identiques toute ma vie. Avoir besoin de vous est une facture. Elle arrive tous les mois et ne s'arrête jamais. Et la payer ne vous fait jamais sentir que vous êtes chez vous. Être aimé est une chaise à une table pour laquelle personne ne vous demande de payer. Pendant 33 ans, j'étais debout à l'évier, tenant la table, et j'appelais ça appartenir. Je les avais à l'envers. La nuit où j'ai arrêté d'envoyer l'argent, je les ai finalement remis à l'endroit. C'est toute l'histoire. Il n'y a pas de dernier rebondissement, pas de révélation finale, pas d'appel téléphonique à minuit qui change tout. Juste une femme qui pensait devoir acheter sa place dans sa propre famille et qui a découvert, à la dure, de manière coûteuse et à 110 km de distance, qu'une famille à laquelle vous devez payer pour appartenir ne vous offrait jamais vraiment une place. Elle vous envoyait une facture. Si quelqu'un dans votre vie vous a déjà appris cette différence, si vous avez déjà dû apprendre à la dure qu'être utile et être aimé ne sont pas la même chose, j'aimerais vraiment en entendre parler dans les commentaires. Et si une partie de cela vous a touché ce soir, elle pourrait toucher quelqu'un d'autre qui envoie encore l'argent, qui garde encore le silence, qui se fait encore assez petit pour être appelé une fille. Partagez-la avec eux. Parfois, la seule chose dont une personne a besoin pour enfin regarder les vrais chiffres, c'est d'entendre que quelqu'un d'autre l'a fait, a survécu, et a pu garder la lumière du matin. Je suis Joséphine. Merci de vous être assis avec moi. Je vous verrai à la prochaine.